Les dérivées et les intégrales des fonctions hyperboliques. On va commencer par dériver une fonction de base. Donc la dérivée de sinus hyperbolique de x peut bien être égale à quoi? Pour déterminer la valeur de la dérivée, on va remplacer le sinus hyperbolique par son expression comme combinaison linéaire d'exponentielles. Donc on va faire la dérivée par rapport à x de e à la x moins e à la moins x sur 2, ce qui va nous donner une demi-fois la dérivée de la différence des exponentielles, donc une demi-fois la dérivée de e à la x va être e à la x moins la dérivée de e à la moins x va être e à la moins x fois la dérivée de son intérieur, donc la dérivée de son exposant, fois moins 1. Ce qui va nous donner e à la x moins, donc plus, e à la moins x sur 2. Wow! Quel résultat assez extraordinaire! La dérivée de sinus hyperbolique de x nous donne l'expression de cosinus hyperbolique de x. Donc, un peu comme l'équivalent en trigonométrie, la dérivée de sinus de x était cosinus de x. La dérivée de sinus hyperbolique de x est cosinus hyperbolique de x. On pourrait se demander dans ce cas-là à quoi serait égale la dérivée par rapport à x de cosinus hyperbolique de x. Donc, en trigonométrie, la dérivée de cosinus de x était moins sin de x. Qu'est-ce qui arrive avec la dérivée de cosinus hyperbolique? Ben, on a un peu le même raisonnement, donc c'est la dérivée par rapport à x. Je remplace cosinus hyperbolique par son expression comme combinaison linéaire d'exponentielle. J'ai donc plus, ce qui va être égal à une demi-fois, parce que la dérivée d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois la dérivée de la fonction. La dérivée de e à la x, qui est e à la x, plus la dérivée de e à la moins x, qui est e à la moins x fois moins 1, ce qui va nous donner e à la x moins e à la moins x sur 2. Et merveilleux, c'est l'expression de sinus hyperbolique de x. Donc, il n'y a même plus la petite problématique qui peut causer des erreurs avec l'intégrale surtout quand on passe de l'intégrale de la dérivée à l'intégrale, où est-ce que le moins va, ben, il n'y a plus de question de parité ici. La dérivée de sinus hyperbolique de x est cosinus hyperbolique de x, puis la dérivée de cosinus hyperbolique de x est sinus hyperbolique de x. Donc, on pourrait dire que la dérivée de sinh est cosh, la dérivée de cosh est sinh de x. D'accord. Maintenant, si on veut dériver une fonction hyperbolique inverse, une démarche un peu fastidieuse serait de remplacer la fonction hyperbolique inverse par son expression sous forme de logarithme, puis dériver le log. Donc, la dérivée de ln de quelque chose, c'est 1 sur ce qu'il y a dedans, donc 1 sur le quelque chose, fois la dérivée de l'intérieur, la dérivée de x qui est 1, plus la dérivée de racine qui est 1 sur 2 racines, fois la dérivée de l'intérieur qui est 2x. On fait par la suite ici la simplification des deux. On fait un dénominateur commun. On constate que l'expression qui est en bas ici et l'expression au numérateur ici sont les mêmes, donc on va pouvoir les simplifier. Il va nous rester 1 sur la racine de x2 plus 1, qui est la dérivée d'arc sinus hyperbolique de x. D'accord. Mais pour prouver ce résultat-là, déjà, il faut se rappeler de la valeur en log de l'arc sinus hyperbolique de x. On pourrait utiliser une autre façon qui est plus rapide.
Donc, si y égale arc sinus hyperbolique de x, c'est que x égale sinus hyperbolique de y. Donc, on pourrait dériver le membre qui est ici. La dérivée de x, c'est 1. On pourrait le dire aussi. Dérivons. Alors, la dérivée de x, c'est 1. Égale la dérivée de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique de y. Or, je viens de dériver une expression contenant la variable dépendante. Je dois ajouter fois la dérivée de la fonction par rapport à sa variable, donc fois y'. J'isole le y'. Donc, y' égale 1 sur cosinus hyperbolique de y. Par contre, ma fonction est donnée en x, donc la dérivée doit être donnée en x purement aussi. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller utiliser une identité trigonométrique, plutôt une identité hyperbolique. On va venir voir ça ici. Donc, on a que cosinus hyperbolique au carré égale à 1 plus sinus hyperbolique au carré. Donc, si on revient ici, on va pouvoir dire qu'on a égal 1 sur... Quand on va prendre la racine, n'oubliez pas, là, tout ça donne toujours plus ou moins la racine, puisque j'extrais la racine d'un inconnu au carré. La racine de sinus hyperbolique au carré de y plus 1. Or, cosinus hyperbolique ne peut pas être négatif. Donc, le cosinus hyperbolique ne peut pas prendre de valeur négative. J'enlève donc le plus ou moins pour garder seulement le plus la racine. Et sinus hyperbolique, c'est x. Donc, sinus hyperbolique au carré va être x au carré. Et on obtient le même résultat que tout à l'heure. Donc, la dérivée de arc sinus hyperbolique de x est 1 sur racine de x2 plus 1. Maintenant, si on regarde l'intégrale de quelques-unes des fonctions hyperboliques, donc si on veut intégrer cotangente hyperbolique de x, on peut réécrire la cotangente par la définition de la fonction, qui est cosinus hyperbolique de x sur sinus hyperbolique de x dx. Puis on va l'intégrer par changement de variable en disant ici, posons u égale sinus hyperbolique de x, du égale cosinus hyperbolique de x dx, puisque la dérivée de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique. Ce qui fait qu'on va avoir l'intégrale de départ qui devient cosinus hyperbolique de x dx et seulement du sur sinus hyperbolique qu'on a appelé u, ce qui est égal à ln
de valeur absolue de U plus C. Ne pas oublier la constante d'intégration et on revient en X. ln de la valeur absolue de sinus hyperbolique de X plus C. Donc les mêmes techniques qu'on utilisait en calcul intégral standard de base s'appliquent toujours. Bon, l'intégrale de dx sur la racine de 4x2 moins 16, on était capable de faire cette intégrale-là sans utiliser les fonctions hyperboliques. C'est juste que là, je donnais une réponse alternative à la réponse à laquelle on arrivait auparavant. Si on pourrait mettre 4 en évidence dans la racine et sortir le 4 de la racine qui deviendrait 2, puis le mettre devant l'intégrale, donc 1/2, fois l'intégrale de dx sur la racine de x2 moins 4. Puis on peut soit faire une substitution trigonométrique, une substitution directement hyperbolique en prenant les identités hyperboliques, ou une table d'intégrale. Donc on a une forme dx sur la racine de x2 moins a2. Puisqu'on a le moins, on va venir ici. Donc, traditionnellement, on avait tendance à donner la réponse qui est ici. Puis là, on voit, là, on remarque, ça ressemble à la forme d'une hyperbolique inverse sous forme logarithmique. Mais on va maintenant, vu qu'on est dans un contexte de fonction hyperbolique, on va utiliser directement la fonction hyperbolique inverse ici. Donc, r coche de x sur 2 dans le cas qui nous occupe, puisque notre a carré vaut 4. Donc, égal à 1/2 fois arg coche hyperbolique de x sur 2 plus la constante d'intégration. D'accord. Un autre intégral qu'on pourrait résoudre, donc l'intégrale de x fois cosinus hyperbolique de x. J'ai un produit de deux fonctions, donc on pense spontanément à l'intégration par partie. Donc u égale x, dv égale coche de x dx, du égale dx, v égale l'intégrale de coche de x qui est sinh de x. On va donc avoir que notre intégrale de départ va devenir uv, donc x sinh de x, moins l'intégrale de v du, de sinh de x dx. Puis ça, on peut l'intégrer facilement, donc ça devient x sinh de x moins l'intégrale de sinh de x qui est coche de x, puisque la dérivée de coche de x est sinh de x, plus ma constante d'intégration. Puis là, dans le dernier type d'intégration de fonctions hyperboliques qu'on va regarder, pourquoi je m'attarde à ça ici, c'est que on pourrait penser que l'intégration par partie est une bonne idée, ce qui n'est pas nécessairement le cas ici. Donc, si je veux faire l'intégrale de e à la x fois coche de x dx, je pourrais faire une démarche vraiment pas évidente en utilisant l'intégration par partie. Le problème, c'est que puisqu'il n'y a pas de changement de signe entre la dérivée de sinh et la dérivée de coche, et donc entre l'intégrale de sinh et l'intégrale de coche, on risque, si on ne fait pas attention, d'obtenir un 0 fois i du côté gauche de l'égalité, ce qui nous amènerait à rien, en fait. Donc, si on fait la technique de l'intégration par partie, on va arriver à l'étape qui est ici. Et il faut, avant de faire la deuxième, au lieu en fait de faire une deuxième fois
une intégrale par partie pour se ramener à l'expression de départ pour pouvoir l'isoler. Il va falloir utiliser une identité trigonométrique et utiliser la bonne identité trigonométrique. Parce qu'on aurait quelques choix pour sinus hyperbolique. Et on doit remplacer par cosinus hyperbolique de x moins e à la moins x. Puis en distribuant, ici, on va faire apparaître l'intégrale de départ. Et ici, on a une constante qui va apparaître. On va pouvoir séparer l'intégrale. Puis compléter de manière algébrique pour arriver au résultat que l'intégrale de e à la x coche de x dx est e à la 2x sur 4 plus x sur 2 plus c. Mais il y aurait une façon beaucoup plus efficace d'arriver au même résultat qui est ici, qui consisterait à remplacer la fonction hyperbolique par son expression avec les exponentielles. Donc, on va avoir l'intégrale de e à la x fois, j'écris mon cosinus hyperbolique en termes d'exponentielle, donc e à la x plus e à la moins x sur 2 dx on distribue. Donc, ça sera égal à l'intégrale de. Ici, je peux sortir le 1/2. Il va me rester dans mon intégrale e à la x fois e à la x qui sera e à la 2x. Plus e à la x fois e à la moins x qui donne 1 dx. Et on peut obtenir notre résultat final. On aura donc 1/2 fois l'intégrale de e à la 2x qui sera e à la 2x sur 2 plus l'intégrale de 1 qui est x plus la constante d'intégration. Et donc, finalement, on a e à la 2x sur 4 plus x sur 2 plus c. La même réponse qu'on avait obtenue avec la méthode un peu plus fastidieuse, présentée rapidement auparavant. Donc, on arrive au même résultat.